sauver l'état des finances publiques, William Tay? Non, parce que l'état des finances publiques est catastrophique et c'est ceux qui étaient vendus comme les Mozart de l'économie se retrouvaient comme des Madoff de la finance publique, c'est-à-dire qu'ils ont laissé un pays véritablement en état de ruine. Et quand on regarde la situation, moi je trouve que c'est quand même osé de les conseils sur comment rétablir les finances publiques lorsque vous avez pété la caisse, lorsque vous avez laissé plus de 1000 milliards de dettes en 7 ans, lorsque vous avez laissé un dérapage de finances publiques à 6 points de PIB. C'est-à-dire que vraisemblablement, en fait, quand on arrive à 6 points de PIB, on se retrouve en situation laissée par Papandréou en Grèce, qui a abouti à laisser son pays en état de ruine, ou à ce que vous pourrez retrouver, par exemple, si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir. Donc ensuite, après donner des conseils sur comment redresser les finances publiques, je trouve que c'est un peu osé, surtout qu'il y a 2 points qui sont véritablement problématiques. C'est l'état du dérapage et c'est le laps de temps qui vous est donné pour pouvoir le combler. C'est-à-dire que Michel Barnier doit avoir 2 semaines pour trouver des réductions de dépenses ou des hausses d'impôts. Le problème, quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, et nous on a souvent travaillé dessus, c'est qu'en fait, lorsque vous augmentez les impôts, lorsque vous baissez les dépenses publiques, vous pratiquez ce qu'on appelle une politique récessive. Donc ça veut dire que ça engendre des baisses de croissance. Donc pour que ce soit pas récessif, il faut extrêmement bien cibler pour ne pas, lorsque vous faites des hausses d'impôts, ne pas inciter, ne pas décourager la consommation et l'investissement. Et de la même manière, les dépenses publiques, on appelle ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Donc, il faut cibler parfaitement. Sur les pistes qui sont mentionnées, je pense que l'objectif répond à 2 choses. D'une part, rétablir les finances publiques et surtout ne pas casser la croissance. Et quand on regarde les différents points, je ne pense pas à l'heure actuelle que ça permet de casser la croissance, sauf que je mettrai quand même un point en termes de psychologique et en termes de message. Si par cas vous ciblez trop les voitures, ça peut décourager les gens, notamment en termes de mobilité, etc. On l'a vu dernièrement lors de la crise des Gilets jaunes. Alors là, ça parle des gros. Je suis pas sûr que ce soit la bonne situation parce que depuis des années, on a à peu près la même méthode. C'est-à-dire, dès qu'on a un problème, on augmente les dépenses et on augmente les prélèvements obligatoires. On est arrivé à des sommes qui étaient records. Je crois que l'État dépense 58% de sa richesse nationale et prélève en termes d'impôts près de 50% de sa richesse nationale, entre 46 et 48 en fonction des années. Donc ça veut dire qu'on a augmenté massivement les impôts, on a augmenté massivement les dépenses publiques et pourtant, on arrive sur un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de services publics et on a de moins en moins de services publics de qualité. Quand vous regardez les comparaisons... Donc où va l'argent ? Justement, on va y arriver. Quand on arrive sur les comparaisons internationale, il y a un exemple qui marche et qui illustre très bien. L'éducation et la santé. À chaque fois, on dit qu'on est en crise et qu'il faut augmenter les dépenses. Le Ségur de la santé, le Grenelle de l'éducation, etc. Toujours un nouveau Grenelle ou un nouveau truc à trouver. Sur l'éducation, enfin sur la santé pour commencer, la France et l'Allemagne, pour la crise sanitaire, dépensaient exactement le même montant par habitant. C'est-à-dire qu'un Français et un Allemand consacraient exactement le même montant par habitant. Pour autant, les Allemands étaient mieux payés, les médecins allemands étaient mieux payés, les infirmières allemandes étaient mieux payées, le personnel soignant était mieux payé, et en plus, ils avaient plus de lits d'hôpitaux. Pourquoi ? Parce que la France a dépensé 33% de son budget de la santé sur les infrastructures et sur la bureaucratie. Mais ça, on ne va absolument pas y toucher. C'est-à-dire que les infrastructures, c'est les bâtiments, c'est pas forcément inutile. C'est pas forcément inutile, mais lorsque vous avez des problèmes au niveau des urgences, lorsqu'on dit qu'il y a du problème de l'hôpital public, il faut quand même se poser une question sur le fonctionnement. Pourquoi est-ce que eux arrivent à faire avec moins et pourquoi est-ce que nous on n'arriverait pas à le faire également ? Et de même manière sur l'éducation. Un professeur allemand gagne beaucoup mieux qu'un professeur français. Et pour autant, on dépense exactement le même montant. Exactement le même montant. Leurs résultats au classement PISA sont meilleurs. Donc leurs élèves ont un meilleur niveau que le nôtre. Les professeurs allemands sont mieux payés. Les professeurs dans l'enseignement supérieur sont mieux payés. Le personnel qui entoure l'éducation allemande sont mieux payés. Et pour autant, nous, on n'arrive toujours pas à avoir des meilleurs résultats et à rendre les professeurs heureux. Pourquoi ? Parce qu'on dépense trop d'argent sur la bureaucratie et sur l'infrastructure plutôt que sur les professeurs pour aider directement les élèves. Donc plutôt que de se demander à chaque fois comment dépenser toujours plus d'argent, on pourrait se poser la question sur comment dépenser mieux d'argent et avoir des meilleurs résultats en termes d'efficience publique, parce qu'on peut brasser 10, 20, 30, 40, 50 milliards, ça changera absolument rien. Il y a un chiffre qui est particulièrement marquant. Lorsque le général de Gaulle était au pouvoir, on dépensait 15% de notre PIB en dépenses sociales. Aujourd'hui, on a 33%. Pour autant, on a 10 millions de pauvres, donc beaucoup plus de pauvres avec beaucoup plus de dépenses sociales. Il y a beaucoup plus de gens qui n'arrivent pas à manger. Pour autant, on dépense encore plus d'argent et on fait appel à Bernard Arnault, etc. pour avoir de l'aide sur les associations humanitaires. Donc se pose une question, les Français se posent une question, pourquoi est-ce qu'on dépense toujours plus, on est prélevé beaucoup plus et on reçoit beaucoup moins? Donc où part notre fric? J'ai 2 chiffres à vous donner. Sur la politique du logement, on dépense 80 milliards d'euros et pourtant on dit que les gens n'arrivent pas à se loger. Donc peut-être qu'ils n'arrivent pas à se loger. Peut-être qu'on peut se poser une question sur pourquoi est-ce qu'on crame autant la caisse et qu'on arrive à avoir aussi peu de résultats. Alors on va parler politique. Il n'y a pas de laxisme judiciaire, ça n'existe pas. C'est pas des petits désaccords là. Non, mais c'est parce qu'on parle pas du même sujet quand on parle de laxisme judiciaire. Moi, je pense que de toute façon, il y a eu un quiproquo sur la question. On parle de laxisme judiciaire. En vrai, le problème, c'est que les règles actuelles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que la justice a respecté les règles. Oui. Il a été condamné pour 7 ans. Il sort à raison des remises de peine automatiques. Mais c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas dû être là sur le territoire national a pu commettre ça? C'est ça que les gens ne comprennent pas.
C'est ça que les gens ne veulent plus comprendre et ne veulent plus accepter. Sauf qu'une autre partie de la France, notamment à gauche, va vous dire c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la culture du viol qui concerne tout le monde et pas seulement les étrangers. Mais c'est pas ça le sujet. Le véritable sujet, c'est que quelqu'un qui n'a pas le droit d'être ici puisse commettre un crime pareil. Vous pouvez expliquer la situation dans n'importe quel sens. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'OQTF n'est pas existé. L'obligation de quitter le territoire. L'obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart des gens, l'inexécution de l'OQTF symbolise l'impuissance de l'État. Et le deuxième paramètre qu'on a aussi, c'est la réception de la politique migratoire française. C'est-à-dire que des gens qui viennent se permettent de foutre le bordel et de ne pas respecter les règles en France. Alors que la première question que vous avez en France, lorsque vous êtes étranger, vous êtes d'origine étrangère, c'est de vous intégrer, de vous assimiler à la politique française. Et donc, je pense, à minima, de respecter les règles de l'état de droit. Le troisième paramètre, je pense, qui pose problème, c'est le fait que de plus en plus, on a une situation de barbarie en France. C'est-à-dire que vous avez des gens qui commettent des crimes de plus en plus inacceptables. On le voit sur les émeutes urbaines et on le voit sur maintenant des nouvelles méthodes de comportement qui sont pas en phase avec ce qu'on attend d'un pays civilisé et d'une démocratie libérale. Alors revenons aussi sur d'autres aspects. Vous avez par exemple